Il est censé apporter un début de solution dans le conflit meurtrier qui oppose les forces armées et séparatistes dans les régions anglophones du Cameroun. Le dialogue national, échec ou réussite, c'est la question de la semaine de votre rubrique On en parle et on va décortiquer tout cela avec le journaliste Louis Kemayou. Bonjour. Bonjour. Et la première question réflexion nous vient de Daniel Essissima du Cameroun. Ce n'était pas un dialogue, dit-il, c'était plutôt un bialogue, contraction de bia et monologue. Il était voué à l'échec dès son annonce le 10 septembre 2019. La guerre continue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les parties prenantes au conflit n'y étaient pas. Ils ont fait venir des faux anciens en bad boys, les ex-séparatistes. Que lui répondre à Daniel, Louis ? Il faut lui répondre que c'est déjà une bonne chose, que l'on ait pu tomber d'accord sur le fait qu'il y avait une nécessité de dialoguer avec les personnes qui avaient pris les armes dans la partie anglophone du Cameroun. Ce n'était pas évident pour tout le monde, à commencer par le président Biya. Et pour une fois, il est sorti de sa logique de faire maximum 3 voire 4 discours dans l'année. Il a fait un discours sur la crise anglophone. Et c'est vrai qu'après, il y a certains préalables qui n'ont pas été remplis. On n'a pas eu, par exemple, les leaders de la contestation anglophone pendant cette crise. On n'a pas eu le président du MRC ou le MRC en lui-même qui a envoyé une contribution mais n'était pas là. Et puis il y a eu les désistements pendant le dialogue. Mais quand on a dit tout cela, il faut quand même reconnaître qu'un premier pas a été fait. On a commencé à réfléchir là-dessus. Il y a eu des travaux en commission, 8 commissions en tout. Et on sort avec une idée de régionalisation avec un statut spécial pour les régions anglophones du Cameroun. C'est déjà un premier pas. Ça ne satisfait pas tout le monde, ni les sécessionnistes, ni les fédéralistes, mais c'est déjà un premier pas. Et le fait est aussi, pour aller dans le sens du téléspectateur, le fait est qu'il n'y a pas eu d'arrêt des combats. Et donc la guerre continue dans les 2 régions concernées. Eh oui, ça ne s'arrête pas. On continue avec la question de Augustin Aboy. Dialogue national, non. Plutôt congrès extraordinaire du RDPC en référence au parti du président Paul Biya, partout en Afrique. Là où vous entendrez parler de dialogue national, c'est que le pouvoir a démocratiquement échoué. C'est vrai qu'il y a des dialogues nationaux un petit peu partout en ce moment en Afrique. Hein. Oui, on a vu pour le Bénin tout à l'heure. Donc c'est vrai que dans le cas du Cameroun, l'on s'attendait à plus parce que la crise est quand même béante. C'est une plaie ouverte qui fait du mal à ce pays. Il y a eu un régime fédéral au sortir des indépendances. Le Cameroun francophone a été indépendant en 1960. En 1961, il y a eu les référendums dans la région anglophone qui était le Southern Cameroun. Puis, il y a eu la réunification dans les années 72. Et après, il y a eu la République du Cameroun en 1984, en 72. Et puis, la République du Cameroun tout court. Et la région anglophone, dans ce cadre-là, a été éclatée en 2 parties. On n'avait plus de Southern Cameroun. Il y avait plus une zone anglophone, comme on disait, mais 2 entités, 2 provinces qui sont devenues des régions depuis anglophones. Et c'est vrai qu'il serait important aujourd'hui de comprendre qu'il y a un malaise qui est parti des enseignants puis des juristes qui estimaient que le droit des affaires, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique n'était signé qu'en français, par exemple, et que pour eux, il était important que cela soit signé à la fois en français et en anglais, puisque ce sont les 2 langues officielles du Cameroun. Pareil pour l'enseignement, les enseignants ne comprenaient pas qu'on leur envoie des profs d'anglais francophones, alors que sur place, ils ont déjà non seulement un système d'éducation différent, mais des enseignants qualifiés pour enseigner en anglais. Donc c'est tout cela qui est sur la table aujourd'hui et qui mérite une étude beaucoup plus approfondie et beaucoup plus sérieuse que ce que nous avons eu pendant le grand dialogue national. Si j'abondais dans le sens de votre téléspectateur, je dirais que pour que ce ne soit pas une grande distraction nationale, il faudrait qu'il y ait un vrai dialogue qui soit organisé à la suite de cette première consultation qui s'est faite sans véritablement toutes les parties prenantes qui devaient permettre de sortir de façon durable de la crise. Est-ce qu'un dialogue national a déjà servi à quelque chose dans l'histoire finalement ? Ça peut servir. Vous savez, il y a eu de nombreuses crises sur le continent, en RDC par exemple, avant d'aller aux élections, qui ont pris beaucoup de temps. Le président Kabila a pris tout son temps pour organiser les élections. Il y a eu une consultation, il y avait des médiateurs qui ont été choisis pour chacun des camps, et finalement on a pu trouver un terrain. Ça a été la même chose en Afrique du Sud, où il y a eu des commissions qui ont été mises sur place pour permettre de recoudre le tissu national. Je pense que ça peut servir par moment, quand il y a de la bonne foi des 2 côtés, bien sûr. C'est ça. Une question de Richard Guetta d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le dialogue national initié par le président Biya a été une très bonne chose. La libération des opposants et l'arrêt des poursuites est une mesure de décrispation de l'environnement politique camerounais. Pourquoi maintenant ce dialogue alors qu'on aurait pu éviter cette crise depuis le départ? Le camp Biya a-t-il subi des pressions internationales? Je préfère qu'on ne présente pas cela sous forme de défaite d'un camp par rapport à un autre. Je préfère voir la victoire du Cameroun. On est sur le chemin d'une victoire
qui est encore, pour l'instant, très hypothétique parce qu'il y a eu plus de 3000 morts et on ne compte pas les déplacés à la fois intérieurs et extérieurs. 140 000 déplacés. Plus de 140 000 déplacés. Et récemment, il y a eu des images d'horreur par rapport à une gardienne de prison qui a été décapitée. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a victoire d'un camp sur l'autre. Et on ne peut même pas évoquer une pression internationale. Ce que je retiens, c'est que l'impératif de cohésion nationale a été finalement entendu et que tout le monde se met autour de la table pour résoudre une crise qui est une crise menaçant la stabilité du pays. Et donc, pour ça, il faut déjà le saluer. Maintenant, est-ce que les partenaires peuvent nous aider à faire en sorte que cette victoire soit consolidée et débouche sur une fin de la crise? Ça, je l'espère véritablement. En tout cas, le dialogue est terminé. Les conclusions vont être mises au président qui se trouve en France, à Lyon, pour une rencontre. À son retour, j'espère qu'il mettra en application au moins les résolutions qui sont sorties de ce ramdam de 5 jours qui s'est tenu. Alors justement, on continue avec Salem Matala depuis Kinshasa en RDC. Le dialogue organisé par le président Biya était dans le but de calmer les esprits. La question qui se pose désormais est celle de la crise du côté anglophone. Le fond du problème a-t-il été traité sans tabou? Non. Non, justement. Je pense qu'il y a eu 8 commissions pour parler de la crise anglophone, mais sur les 8, il y en a maximum 2 qui traitaient de cela. Il y en avait une sur la décentralisation et la gestion des entités régionales, mais le fait est que on a mis beaucoup trop de sujets dans la crise anglophone, comme par exemple la question du code de la nationalité et plusieurs autres questions annexes qui n'ont rien à voir avec la crise proprement dite dans les régions anglophones. Et c'est ça qui fait problème parce que si on convoque un grand dialogue national sur un sujet, on ne va pas être hors sujet. Et malheureusement, on a été hors sujet pendant ce dialogue national. Alors Louis, on n'a plus qu'une minute. Dernière question. Alors signé Arcade Sonipo du Congo, Paul Biya doit s'inspirer de l'expérience des autres pays tels que le Zimbabwe, la Gambie, l'Algérie et le Soudan. Ses homologues se sont accrochés au pouvoir et la pression les a poussés à céder le pouvoir. Il est grand temps que Paul Biya revoie sa politique interne. Cette crise, Louis, peut-elle coûter le pouvoir au président Paul Biya? Difficile à dire. En novembre prochain, le président Biya va célébrer les 37 ans de sa présidence. C'est très long. Je pense que c'est l'un des mandats les plus longs que nous avons aujourd'hui dans le monde. On ne peut pas dire que ce soit bien. L'usure du pouvoir est là, c'est évident. Et je pense qu'il devrait déjà songer à passer la main lors du prochain mandat. Mais une chose est certaine, c'est qu'il ne peut pas laisser ce pays en lambeaux. Il l'a trouvé en bon état, relativement bon état. Il devrait être capable de le rendre dans l'état dans lequel il l'a trouvé au minimum. Et malheureusement, il y a les crises s'accumulent. On a Boko Haram au nord, on a la crise dans les 2 régions anglophones, on a la crise en République centrafricaine. Et l'économie est dans un marasme évident. Louis Kamaïou, merci à vous.